Le Centropolis de Laval est fier de vous présenter, sur les ondes de la télévision régionale de Laval, votre émission « Ça vaut le détour ». Bienvenue à Ça vaut le détour, et ici Younes El Moustir, en remplacement de Christine Duchesne. Et pour avoir une bonne émission, il faut avoir un bon vin. On va déguster aujourd'hui un Nocciolino, un vin rouge mosconnais, une gracieuseté des vins Excalibur. Et quand on a un bon vin, il faut avoir aussi des bons chroniqueurs. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Nicolas, tu vas nous parler de bons choix de films à faire dans une soirée, par exemple. Et Cynthia, tu nous parles de Zumba. On va bouger un petit peu avec toi. Oui. Parfait. Et on va tout de suite commencer avec Anne-Marie Quiroy qui nous parle d'opéra. Oui, d'opéra, un opéra-théâtre qui va avoir lieu à Laval le 22 février. C'est La Flûte enchantée de Mozart, Wolfgang Amadeus. Mozart, tout le monde connaît Mozart? Bien sûr. Est-ce que c'est une reprise de l'une de ses œuvres ou... C'est La Flûte enchantée, donc c'est une œuvre qui a été jouée des centaines et voire des milliers de fois depuis sa création. C'est une œuvre qui date de la fin du 18e siècle, donc 1791. Mon Dieu, ça fait longtemps. Ça fait un petit bout. Mozart a quand même vécu, populaire. ça fait un petit bout de temps. C'était donc au 18e siècle. Mozart, qui était un génie, aussi un prodige de la musique, qui est décédé à l'âge de 35 ans. Mon Dieu. Okay, il a fait combien d'opéras en tout dans sa vie? Il a fait quand même plusieurs opéras, des connus comme Don Giovanni, Les Noces de Figaro, Così fan tutte, qu'on connaît quand même bien. Tous des noms en italien, vous avez remarqué, qui s'inscrivaient dans la grande tradition de l'opéra aristocrate italien. Il est décédé juste à 35 ans, puis c'est drôle, on s'en rappelle aujourd'hui, encore aujourd'hui, après des années puis des années. Puis il y en a plein, et c'est pas le seul, et c'est ça que j'allais dire. C'est ça, il y a plein d'artistes, c'est fou, ils sont décédés très, très jeunes, mais pourtant, leur nom est tellement célèbre. Ils ont créé des œuvres. Mozart a commencé à composer, il y avait 4-5 ans à peine, déjà des chefs-d'œuvre. Mon Dieu. Donc, La Flûte enchantée, ça va être présenté à Laval au Théâtre Marcelin-Champagnat le 22 février, comme je le disais, par le Théâtre d'art lyrique de Laval. Et c'est une œuvre qui, surtout pour ceux qui, par exemple, n'ont jamais vu d'opéra, des grands opéras, c'est une œuvre assez accessible parce que c'est une œuvre moitié théâtre, moitié opéra, parce que c'est moitié chanté et moitié parlé, ce qui est assez quand même rare. Et c'est un opéra comique, donc accessible pour donc, si t'es pas sûr d'aimer l'opéra, au moins, tu sais qu'il y a le côté théâtre, peut-être, qui va t'intéresser un peu plus. Oui, puis dans le thème aussi, parce que souvent, les œuvres, l'opéra, c'est tragique, c'est des grandes histoires, ça finit souvent mal, il y a des morts. Tu vois toujours la fille en pleurs sur la scène. C'est ça. Et là, c'est tout autre, c'est le texte, le livret de cet opéra, La Flûte enchantée, est inspiré de contes de fées d'un auteur allemand. Donc, c'est une histoire, vraiment, on se plonge dans un monde merveilleux. Un peu comme une comédie musicale, mais d'opéra. On peut dire ça. Oui, on pourrait dire ça, et qui peut justement intéresser autant les enfants que les adultes, parce que ça se passe, il y a un monde, il y a des fées, une reine, donc c'est l'histoire de le personnage principal, Tamino, qui est un jeune homme qui se fait piquer par un serpent et il s'évanouit. Et là, il y a des fées qui vont, les fées de la reine de la nuit, qui vont le réveiller. Et là, lui, Tamino, va avoir une mission. En fait, c'est que la reine de la nuit va lui montrer un portrait de sa fille, Pamina, et... Bon, on a le petit côté romantique ici. Tamino va tomber tout de suite amoureux de Pamina. Et grâce à une flûte enchantée qu'il va recevoir de la reine, va aller libérer sa fille qui est prisonnière d'un méchant magicien. Je ne sais pas si je suis le seul à penser ça. Tu ferais une bonne conteuse d'histoire dans une école, une conte de fées, c'est ça. Merci. Mais de la manière que tu en parles, ça a l'air d'un bon début pour quelqu'un qui voudrait commencer à
à en découvrir plus sur l'opéra. Une belle initiation, surtout justement pour peut-être un jeune public, pour lui dire que l'opéra, finalement, c'est pas... Parce qu'on a cette image-là encore, malgré que ça soit un peu différent aujourd'hui, mais que l'opéra, c'est quelque chose de sérieux, qu'il faut justement s'habiller avec... Avec la fourrure. Je vais aller dans les contrastes aujourd'hui. Ouais. Mais non, c'est ça. Donc, l'opéra, ça peut être quand même quelque chose de très accessible et léger aussi. Très festif. Très festif, oui. Et là, ce qui est de particulier, donc, il y a des chants dans la flûte enchantée, mais aussi des paroles. Donc, les chanteurs, acteurs racontent aussi l'histoire. Et ça va être donc présenté 22 février à 20h au Théâtre Marcellin Champagnat et le 24 à 14h, donc pour un public peut-être plus jeune. C'est une mise en scène de Julien Patnaud, direction musicale Sylvain Cook. Et comme je disais, c'est le Théâtre d'art lyrique de Laval. Donc, c'est une production et une réalisation ici, locale de Laval. Lavalloise, d'où le choix. C'est sûr que, comme on dit, ça vaut le détour à Laval. Pas besoin d'aller loin pour voir de l'opéra. Bien sûr, il y a l'Opéra de Montréal avec les grands opéras, grands déploiements. Mais cette œuvre-là, ça donne envie d'y aller. Oui, mais est-ce que vous êtes déjà allé? Moi, j'ai jamais été à l'opéra, mais j'ai toujours voulu y aller. J'ai jamais été. Ouais. Ouais. Il y a un très bon spectacle aussi qui est sorti il y a quelque temps, Yo Soy Maria, d'une chanteuse d'opéra qui s'appelle Maria, qui est de plus en plus connue, puis aussi qui réussit à vendre ces spectacles parce qu'ils ont toujours eu un peu de difficulté pour vendre des billets. Et là, ça va Ben mieux. oui, encore une fois, parce que les gens... toujours que c'est moins accessible, mais dans le fond, on ne sait pas si inaccessible. Puis cet opéra-là, si je reviens à la création de la flûte enchantée, Mozart, c'est une commande qu'il a eue pour l'opéra d'un de ses amis qui était, lui, plus écrivain, qui écrivait des livrets d'opéra. Et c'est que les grands opéras, comme je le disais, Les Noces de Figaro, maintenant, c'est un opéra qui est joué partout dans le monde, ça n'a pas été si bien reçu à la création parce que, justement, c'était un opéra dans la tradition italienne pour un petit peu plus classique. Oui, pour la haute classe, si on peut dire. Tandis que là, avec cet opéra, il a réussi à créer quelque chose de populaire qui s'adressait à toutes les classes sociales et le composé en allemand. Donc, c'était accessible, ça a été présenté à Vienne, en Autriche. Donc, tout le monde pouvait comprendre le texte. Avant, c'était en italien. Donc, les gens ne comprenaient pas le fait de ne pas comprendre. C'est sûr que pour nous, ici, quand on va à l'opéra, par exemple, c'est dans une autre langue. C'est pas en allemand, ça, c'est sûr. Mais sinon, on va rien comprendre. Ça peut l'être, mais il y a des surtitres tout le temps pour comprendre. Mais la flûte enchantée a été traduite aussi. Le texte a été traduit en français. Donc, on peut bien comprendre l'histoire. Il n'y aura pas de sous-titres. Et ce que tu m'avais expliqué aussi un petit peu avant l'émission, c'était que c'est son avant-dernière composition, c'est ça? Oui, tu fais bien de me le rappeler. Et Mozart, comme je le disais, qui est décédé à 35 ans, la flûte enchantée était présentée en septembre 1791 et lui est décédé le 5 décembre. Et il a eu le temps de faire un dernier opéra avant une autre commande qui s'appelait la Clemenza di Tito. Tu parles italien? Je prononce, disons. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est ce mélange de styles, ce mélange de genres qu'on fait de plus en plus, même au niveau de la musique, au niveau du théâtre, au niveau... c'est très intéressant parce que... Puis tu parlais tantôt le spectacle d'une chanteuse. Dans les chanteurs aussi classiques, beaucoup font des fois mi-chemin entre l'art classique, oui, mais vont plus dans le populaire. On le voit avec Marie-Josée Laure, Marc Hervieux, des chanteurs classiques qui... pour essayer d'atteindre un plus grand public. Absolument. Mais merci beaucoup, Anne-Marie. Merci. Je vous rappelle, 22 février, Théâtre Marcellin Champagnat et 24 à 14h. Vous savez, des fois, un samedi soir, ça ne tente pas de sortir. On a juste envie de passer une soirée relax chez nous. Puis on veut écouter un film avec quelqu'un ou tout seul. Et là, on va au Super Vidéo Club. On a de la misère à choisir un bon film. Une chance que tu es là, Nicolas, parce que tu vas nous aider à choisir un bon film pour le samedi soir, qu'on n'a pas envie de sortir. Les goûts, ça se discute pas. Je suis pas là pour vous aider à choisir le bon film, mais par exemple, je suis là pour vous dire quel type de film éviter. Donc, il y a une tonne de films dans les clubs vidéo et il y a certains types de films, comme par exemple, je sais pas si ça vous dit quelque chose, on regarde des pochettes de films qu'on n'a jamais entendu parler, mais c'est marqué sur la pochette du coproducteur de, puis là, il y a un film comme Pirates des Caraïbes ou un gros titre comme ça. Bien, pour ceux qui ne savent pas, un producteur, c'est celui qui
qui trouve l'argent pour faire le film, celui qui va aider à développer le film. Ouais. Le coproducteur, c'est celui qui a vraiment en dessous. Un coproducteur, c'est des crédits qu'on donne à quelqu'un qui a fait quelque chose de spécial, du genre, ah, ben, merci Paul, sans je sais pas, ce restaurant-là, on n'aurait pas pu faire le film. Donc, et voilà, Paul est devenu coproducteur. Donc, est-ce que c'est vraiment... Producteur ou producteur exécutif? Ah, ça dépend des deux. Un producteur exécutif, ça peut faire ça aussi. Producteur exécutif, quoique c'est beaucoup plus au niveau de l'argent. Il va gérer l'argent. Ouais. Tu sais, ça fait que si on se base juste là-dessus, ça serait comme dire, mettons qu'on compare ça dans un restaurant, ah oui, t'aimes ce restaurant-là, ben va à l'autre, il y a le même comptable. Tu sais, ça fait qu'il faut pas se fier quand on voit des crédits comme ça, du même coproducteur, que ça veut rien dire. Et quand on voit des suites qu'on n'a jamais entendu parler de notre vie, comme par exemple les American Pie. Il y en a 4 qui sont sortis au cinéma, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y en a eu 9 en tout. Il y en a eu 5 qui sont sortis en DVD. Donc, pourquoi est-ce que ces films-là, on n'a pas entendu parler? Ils sont sortis direct en DVD? Bien, c'est pas compliqué. C'est que tu prends la recette qui existe déjà, tu mets le titre American Pie, ça va vendre des copies. C'est des films qui coûtent pas cher, donc c'est assez facile de rentrer dans son argent. Et ils le font exprès pour vendre. C'est pas juste un film qui a pas marché, ils le recyclent puis ils le sortent en DVD. Ils recyclent, ils pognent un scénario plus ou moins correct, ils mettent un titre qu'on connaît déjà. C'est ça, déjà que, tu sais, bon, ça dépend des goûts. Mais est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Parce qu'ils ont le droit de faire ça. C'est quand tu prends quand tu prends une franchise comme ça, tu peux décider d'en poursuivre une partie au cinéma avec la version haut de gamme, les bons acteurs et tout ce qui vient avec, ou bien une version plus cheap en DVD. Et quand on voit des films et avec des grosses stars comme Bruce Willis, admettons, puis on regarde ça, puis j'ai jamais vu ce film-là de ma vie, j'ai jamais entendu parler, ben pourquoi, là, tout à coup, c'est en DVD? C'est peut-être louche. C'est son sosie, c'est pas le vrai Bruce Willis. Non, c'est le vrai Bruce Willis. Il y en a d'autres aussi comme ça. C'est les vrais acteurs. Mais le problème qui arrive, c'est que ils sont pas assez confiants que le film va marcher au cinéma. Donc, il y a des bonnes chances que ce soit plus ou moins bon à cause de ça. Donc, ils n'ont aucune confiance au film. Ils sortent direct en DVD. Pour l'acteur, c'est mieux peut-être parce que son visage n'est pas partout. Puis si c'est un flop, c'est mieux pour tout le monde. C'est ça. Et l'autre chose qu'il faut faire attention aussi, c'est ce qu'on appelle des mockbusters. Qu'est-ce que c'est des mockbusters? C'est des compagnies qui se spécialisent là-dedans. Ils sortent des films, une version cheap des gros films. Et quand les gros films sont au cinéma, ces films cheap-là sortent en même temps en DVD. Comme par exemple, en 2007, juste avant la sortie du film Transformers, dans les clubs vidéo, tu as le film Transmorphers qui est sorti. Tout à fait. Et ils font ça pour... Puis c'est une question de changer une coupe de lettres des fois dans le titre. Mais le producteur du film... C'est comme la pub, c'est la même chose. C'est juste... il est au courant, mais c'est juste assez pour pas être poursuivi en justice. C'est comme... C'est quoi la ligne que tu peux pas dépasser? La petite ligne mince, là. C'est fait aux États-Unis, c'est fait n'importe où. C'est des films qui coûtent genre 1 million à faire, mais il y a des gens qui vont penser, ah ben regarde, Transformers est au cinéma et Transmorphers là, ça va être aussi bon. Ben grâce à toi, on va faire un meilleur choix, on va pas se faire avoir. Merci beaucoup, Nicolas. Ça fait plaisir. On va aller rejoindre Catherine Duranceau qui nous a préparé un reportage sur le Sky Venture. Grâce à la technologie, il est maintenant possible de faire du parachute sans même sauter d'un avion. Et j'ai à mes côtés Jean-François Larocque pour nous en apprendre plus sur le Sky Venture. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, très bien. Alors, peux-tu nous parler, c'est quoi de vivre l'expérience de Sky Venture? Bien, en fait, l'expérience Sky Venture, c'est une expérience unique. On est les seuls au Canada pour le moment. C'est vraiment une expérience de chute libre intérieure. Donc, on ressent la même chose que lorsqu'on saute d'un avion. Donc, c'est la portion chute libre juste avant d'ouvrir son parachute. Donc, c'est ça. Et en plus, celui qui a inventé le premier simulateur d'air, c'est un Québécois. Comment il a fait? Puis dans le but de faire une sensation de parachute? Exactement. Lui, dans le fond, ça fait 20 ans. Il a commencé, il avait un moteur d'avion. Il a arrangé ça, il a clôturé ça avec des clôtures un peu maison, là, si on veut. Puis il a testé ça avec sa fille. Il l'a accroché avec une corde, il a mis un peu d'équipement là, pour pas qu'elle se blesse. Et il l'a lancé là-dedans. Ça fonctionnait. Il y a encore des simulateurs de chute libre extérieurs qui fonctionnent un peu de la même façon. Nous, c'est vraiment différent, par exemple. Nous, c'est intérieur? C'est intérieur, puis c'est à air recirculatoire. Donc, c'est toujours la même air qu'on utilise. On perd pas l'air dans le ciel. Là. Et c'est quoi les effets, c'est quoi les sentiments qu'on ressent quand on
fait l'expérience de Skyventure? Est-ce qu'on a des sensations fortes? Comment ça marche? Bien, quand même, on a des bonnes sensations. Le vent est très fort. Comme j'expliquais un peu tantôt, c'est vraiment la même sensation que lorsqu'on saute d'un avion. C'est pareil. Donc, c'est vraiment une belle sensation. Souvent, les gens, quand ils sortent après un 2 envolées ou un 4 envolées, ils se sentent reposés, sont encore un petit peu sur l'adrénaline, l'endorphine à rentre, puis ils se sentent bien. Puis souvent, ils se sentent quasiment encore dans le tunnel. Là. C'est vraiment une belle sensation. Et est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce qu'on peut tomber au sol? C'est très sécuritaire. Nos entraîneurs qui sont là sont toujours en formation pour apprendre différents spots qu'on appelle. Donc, ils sont toujours là pour prévoir ce qui va arriver. Si, exemple, il y a quelqu'un qui fait qui a une mauvaise position, puis elle tente de tomber sur le côté, eux, ils peuvent prévoir ça. Donc, ils sont toujours là pour vous rattraper. Ils sont toujours là pour vous donner la bonne position aussi, pour vous voler le mieux possible et le plus longtemps possible par vous-même. Et c'est quoi les étapes quand c'est notre première expérience de Skyventure? Parce que j'imagine, moi, je suis une débutante, puis il faut partir à zéro, là. Oui. En fait, on a les 2 forfaits. On a un forfait à 2 envolées et à 4 envolées. Ils choisissent donc le premier forfait qu'ils veulent, c'est un forfait débutant. Après ça, on a la formation qui dure à peu près 30 minutes. Donc, on a une vidéo de 15 minutes qui explique un peu les positions et tout et tout. Et après ça, l'instructeur va compléter avec un 15 minutes sur les règles de sécurité, la façon de se placer et tout. Après ça, on a l'habillage, si on veut, on met le casque, les lunettes et tout et tout. Après ça, on rentre dans le tunnel. Et là, on fait nos envolées qu'on a achetées avec l'instructeur qui est toujours là pour nous dire, un peu nous guider, pour nous placer de la bonne façon. Là. Est-ce qu'on retrouve vraiment différentes positions pour les différents niveaux pour les gens qui font du Skyventure? Oui, tout à fait. En fait, on a créé ici l'académie. Donc, on peut suivre une formation là, avec un coach. On va toujours être avec lui. Donc, quand on commence, on est sur le ventre. Donc, on appelle ça la position belly. C'est la plus facile? C'est la plus facile, okay. Évidemment. Il faut commencer par là. Après ça, on va aller faire le dos. Après ça, on va faire le sit. Et après ça, on va faire le head down. Donc, les gens peuvent venir ici assez régulièrement, se pratiquer avec un coach et devenir très, très bon et faire toutes ces positions-là avec les transitions entre chacune des positions. Là, ouais. Et on retrouve vraiment des professionnels qui font du Skyventure, qui font ce sport, cette activité-là. Et c'est quoi les positions qu'ils prennent qui sont les plus difficiles, si on veut? Bien, en fait, dans les compétitions, ils doivent faire un amalgame de toutes ces positions-là. C'est ce qui donne le plus de points. Donc, c'est les transitions, souvent, tout dépendamment des certaines des compétitions qui existent. Il y a plusieurs compétitions, plusieurs classes. Mais oui, il y a des professionnels là, de Skyventure, il y a des professionnels de tunnel intérieur et aussi des professionnels de parachute, là, de parachutistes. Et c'est quoi les dimensions du tunnel intérieur? C'est quand même gros, là, c'est ce que vous avez ici au Centropolis? Oui, nous, on a un 14 pieds de diamètre avec un 45 pieds de haut. Le tunnel peut prendre jusqu'à 16 personnes. On a déjà battu un record, on avait 16 personnes en head-down. Sinon, donc, head-down, c'est la tête penchée vers le bas. Exactement, la tête penchée par en bas. Souvent, ils sont placés en 4. Ils peuvent être une formation à 4 qu'on appelle. Donc, c'est pour ça que le tunnel est assez large. On est capable de prendre du monde sans problème. Là. Et comme tu disais, c'est quand même populaire. Et est-ce que c'est accessible pour tous les différents groupes d'âge? Oui, tout à fait. Ça commence à 4 ans. 4 ans, des petits jeunes sont capables. De 4 ans, tout petits, sont beaux à voir. Ouais. Puis est-ce qu'il y en a beaucoup qui commencent très jeunes pour éventuellement en faire régulièrement, puis continuer ça tellement qu'ils ont du plaisir? Oui, tout à fait. Les petits jeunes de 4 ans qui rentrent ici, soit qui ont peur, mais habituellement, on réussit à les amener et tout ça. Sinon, il y en a qui veulent revenir sans arrêt. Ça leur permet de voler, puis il n'y a pas personne qui a jamais rêvé de voler dans sa vie. Là, fait que, c'est même accessible pour des gros groupes, je pense. Gros groupes, corpos. On accueille des fois des groupes scolaires d'une centaine de personnes. Il n'y a pas de problème. Puis comme je voulais dire tantôt, notre record, c'est 91 ans. On a déjà une personne qui a volé ici à 91 ans. 91 ans. Donc, les gens âgés qui hésitent, là, c'est votre chance. C'est accessible vraiment pour tout le monde. OK. Exactement. C'est pour tout le monde. On a déjà accueilli des paraplégiques, des quadraplégiques, des handicapés. Ça. On réussit à faire voler tout le monde. On veut que tout le monde puisse voler. On veut que tout le monde puisse accéder à notre tunnel. Vive l'expérience Skyventure. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et on vous invite tous à venir faire un tour et de vivre l'expérience et les sensations fortes que vivent les parachutistes au Skyventure dans le Centropolis à Laval.
Si vous avez envie de danser comme vous avez jamais dansé de votre vie, Cynthia, tu nous parles de Zumba. Oui, je vous parle de Zumba. Écoute, je ne sais pas si vous avez pris des résolutions pour l'année 2013, mais il y a beaucoup de gens qui ont pris comme résolution de se mettre en forme, tu sais, pour avoir une meilleure santé, tu sais, des fois... Après les excès des fêtes. Après les excès des fêtes, des crises de foie, etc. Mais tu ne vas pas me croire, mais j'ai 2 de mes amies qui se sont inscrites dans un cours de Zumba. Ah oui, Ça devient de plus en plus populaire. C'est vraiment incroyable. populaire. Oui, écoute, c'est une tendance incroyable. Et à Laval, on est très chanceux. Savez-vous pourquoi? Pourquoi? Parce que Pourquoi? tu es là, t'es Je coach, sais toi? que je suis là. Mais je ne sais pas. Mais non, mais c'est parce qu'au Centropolis, on a le plus grand et le plus beau centre de Zumba au Québec. Wow. Ah. Vraiment, là, c'est le plus beau. Il est super grand et en plus, l'instructeur qui s'appelle, je ne vais pas trop me tromper Eduardo dans son nom. Alejandro Rodriguez. Non, c'est une femme. C'est une femme. C'est encore mieux. C'est Maria Papadopoulos. Alors, c'est une grecque qui donne les cours. Et écoute, apparemment qu'elle est géniale, cette femme-là. C'est elle qui donne vraiment envie aux gens d'aller prendre les cours de Zumba. Et le C'est Zumba, parce- c'est pourquoi? Est-ce que c'est beaucoup plus pour le cardio ou c'est pour... Donc, je vous explique, dans le fond, c'est quoi le Zumba? Le Zumba, c'est vraiment comme de la danse aérobique, mais sur des beats latins. Donc, du merengue, de la salsa, du reggaeton et tout ce que vous voulez. C'est un mélange de tout ça. Et c'est ce qui donne, je trouve, encore plus le goût aux gens d'aller là-bas parce que tu n'as pas l'impression que tu t'en vas t'entraîner, tu as l'impression que tu t'en vas dans un party. C'est comme une Exactement. chorégraphie, c'est Oui, ça? ouais, c'est Mais ça. comme Fait la que- danse, l'aérobie là, qu'on connaît, mais au lieu d'être sur du pouf. Ouais, c'est sur du beat latin. Ouais, mais je pense que c'est ça qui accroche, puis c'est Ouais. devenu super populaire. Puis c'est drôle comment ça a commencé, cette histoire-là. Ça a commencé en 2009. C'est un gars qui habitait en Colombie et qui donnait des cours justement de danse aérobique. Et cette journée-là, il a oublié d'emmener ses cassettes. Puis là, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? J'ai oublié mes cassettes, je peux pas, non, il faut que je fasse mon cours. Puis là, il s'est dit, bon, mais écoute, tout ce que j'ai avec moi, c'est mes cassettes de musique latine. J'aurais pas le choix, il va falloir que je fasse le cours sur ça. Fait que c'est ce qu'il a fait. Il a mis ses cassettes de danse latine, puis il a improvisé, dans le fond, sur cette musique-là. Puis c'est à partir de ce moment-là que c'est devenu vraiment populaire là, à travers... écoute, maintenant, c'est joué. Le Zumba se pratique dans plus de 75 pays à travers le monde. Donc, C'est quand même beaucoup. ça a pris de l'ampleur. Depuis 2009, tu Ouais. dis, puis depuis... C'est Oh oui, Moi, je hein. pensais que ça datait d'un petit peu plus... en 2009, Non, c'est quand même très, tout. très récent. Ouais, c'est quand même récent, Ouais, là, ouais. c'est ça. Le terme Et, Zumba, ouais, peut-être qu'il y en peut-être. a qui faisaient de l'aérobie. Du justement. similaire, là, Ouais. mais c'est ça. Ça n'avait pas pris, dans le fond, le terme officiel de Zumba. C'est très exigeant aussi, hein, danser avec les hanches et tout, au rythme de... Moi, je connais ça, Ouais. je suis un grand danseur. Il y a un grand danseur. Alors, c'est ça, c'était l'histoire du Zumba. Et comme je vous disais, au Centropolis, on a le plus C'est beau centre. que du Zumba qui est à ce Oui, centre. c'est que du Zumba. Puis quand vous allez voir à l'extérieur, vous ne pouvez pas le manquer. Vous voyez la grande photo de l'instructeur que je parlais, là, Maria Papadopoulos. À l'extérieur, c'est juste elle que tu vois. Là. Tu sais, là, puis, mon Dieu, OK. C'est la Est-ce qu'il vedette. là. Est-ce qu'il faut avoir une Elle doit être base belle. pour commencer le Zumba, genre une base en danse ou être déjà assez en Ben, je forme? pense qu'il faut ou que on- tu aies un peu le sens de la coordination. Un Parce que si minimum, tu n'en as pas, j'imagine. ça va être un petit peu Ça va être difficile de tough. suivre. Ouais. Mais est-ce qu'il y a différents niveaux aussi pour Ben, les elle donne débutants, plusieurs pour, cours. Elle donne le Zumba Toning, ouais, c'est ça, et aussi le kickboxing Zumba. Donc, il y a 2 cours différents, s'il n'y jamais il y en a. Kickboxing. Ils font aussi des Zumbatons pour ramasser des sous pour le cancer. c'est bien. Écoute, ils font même une fois par année un voyage où ils vont faire du Zumba au soleil avec, justement, notre super Maria Papadopoulos. Je te souhaite justement beaucoup de soleil et beaucoup de Zumba, toute la gang. Vous devez faire ça, essayer ça, pourquoi pas. Merci pourquoi beaucoup, pas. Cynthia. Ben ouais. Pour faire suite à la chronique de Cynthia qui nous parlait de Zumba, aujourd'hui je vous parle quelle est la différence entre un entraînement et le sport. Beaucoup de personnes ne font pas la différence parce que surtout après le jour de l'an, tout le monde prend des résolutions pour se mettre en forme, pour perdre du poids, pour avoir des muscles comme moi, mais ils le font pas. Ils le font pas avec la bonne façon. Ils vont surtout au gym, ils s'abonnent au gym. Après 2 ou 3 mois, ils lâchent, ils y vont plus. Souvent, ils perdent des sommes incroyables dans un gym et ils n'y vont pas.
Et c'est pour ça qu'il faut prendre plaisir dans le sport. Et le sport, pour moi, c'est pas aller au gym. Combien de fois je vais au gym et je trouve une fille en train de texter en même temps qu'elle se fait des pipes. C'est spécial, mais c'est vrai. Beaucoup, même, parle au téléphone. Parle au font téléphone. d'autres choses. Exactement. Mais ils trouvent pas ce plaisir-là. C'est une corvée, aller au gym pour eux. Ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est qu'il y en a qui se donnent des buts irréalistes un peu trop vite. On peut transformer notre corps de la manière qu'on veut, mais tout prend un certain temps et ça prend à peu près 6 mois pour quelqu'un qui a aucune habitude, qui n'a jamais été au gym de sa vie, avant d'aimer ça. De prendre plaisir. Mais c'est vrai que c'est plate. Mais il y a plein de sports. Il y a plein de sports. Vous pouvez jouer au volleyball, au basketball, au soccer, ok. Il y a tellement de sports c'est souvent les sports qui donnent envie de faire de l'entraînement. Comme ça, quand tu vas t'entraîner, ben, tu sens pas que tu t'entraînes, tu as du plaisir, tu t'entraînes avec une gang d'amis, quand tu as du plaisir, là, tu as automatiquement le résultat qui vient avec. Et ça, c'est le piège que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Moi, quand je pose la question à certains de mes amis, ils me disent, ben moi, je suis pas un sportif, j'aime pas aucun sport. Je vais au gym. Mais je leur dis, est-ce que tu as essayé des sports? Est-ce que tu as essayé de jouer au badminton? Ils n'ont jamais essayé ça. Donc, pour ceux qui ne trouvent pas de sport qui leur vont à eux, qu'ils aiment, ben, ils doivent essayer plein de sports. Et je suis sûr et certain qu'ils vont réussir à trouver un sport où ils pourront avoir beaucoup de plaisir. Donc, c'est pour ça, c'est drôle parce que tu parlais tantôt de Zumba. Ouais. Et c'est dans le même ordre d'idée, parce que Zumba, par exemple, c'est une belle activité. C'est un petit peu la fiesta, mais en même temps... T'as l'impression d'être dans le sud, mais on est encore dans le froid. C'est des cours exactement. Où souvent, ils sont offerts dans les gyms. Donc, tu peux aller au gym, mais te dire, OK, je veux pas juste faire des machines puis être tout seul dans mon coin. Exactement. Tu vas dans le groupe, puis là, ben, l'heure d'entraînement... C'est toujours mieux en groupe, hein? Puis l'heure d'entraînement passe à une vitesse folle, tandis que si tu étais sur ta machine, les petits elliptiques, là... C'est plus ben, ça, là, tu fais 20 minutes, puis on dirait que ça fait 6 heures. Absolument. Est-ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a beaucoup de salles de sport à l'intérieur, des pistes d'athlétisme, des gyms où on peut jouer à toutes sortes de sports, même au tennis, à des sports qu'on n'imagine même pas. Et ça existe, plusieurs centres ici même, à Laval, et aussi à Montréal. Ça vaut vraiment la peine de faire un petit tour de ce côté-là. Je vous invite tous à y aller, à essayer des sports. Et je suis sûr et certain que vous allez réussir à avoir la piqûre, au moins, d'un sport ou deux. Puis après ça, vous allez être beau, belle et en forme. Moi, mon sport, j'ai 2 sports. Le volleyball et la course à pied. Ouais, je te fais une confidence. Ouais. Ben, merci beaucoup d'avoir été là. Et on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres suggestions, d'autres chroniques. Ben oui. Merci à vous d'avoir été là et n'oubliez pas, ça vaut le détour.